Premier numéro d'Actu 7 sur 7 de ce mois de décembre où le Togo, notre pays, s'apprête à connaître des élections législatives. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. La reprise sur le plan national et international des manifestations de rue, nouvel échec de tentative d'adoption du projet de loi sur les réformes constitutionnelles au Togo, des avancées dans l'organisation des élections législatives du 20 décembre, tels sont les grands faits ayant marqué la semaine et notre devoir dans cette émission est de vous faire revivre ces actualités. Donc forcément, nous devons avoir un invité en studio. Il nous vient du parti L'Union des Forces du Changement. Il répond au nom de Ekwe Gada. Monsieur Ekwe Gada, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, c'est moi qui vous remercie. D'abord, la toute première rubrique de cette émission, c'est d'aller à la découverte de notre invité. Quand on parle de Gada Ekwe, à qui pouvons-nous faire allusion? Vous savez, c'est très difficile, c'est un exercice qui est très difficile que de parler de soi. Je suis universitaire, et politiste et historien. J'ai fait des recherches notamment sur les relations afro-européennes à l'époque contemporaine et je m'occupe aussi de l'époque antique, donc de l'histoire antique de l'Afrique et des peuples d'Afrique. Voilà. On va revenir en détail sur ces faits, mais d'abord on va commencer par la base. Votre enfance, elle s'est passée où et comment? Alors, j'ai connu une enfance ordinaire comme toutes les enfances au Togo, et notamment à Lomé, où je suis né. Et j'ai fait mon école, tout mon cursus primaire à l'école Kouvaré. Donc dans le quartier d'Idjolé. À Djolé. À l'époque, c'était l'une des écoles les plus renommées. Réservée un peu aux nantis ou bien un peu nantis? Oh, bon, pas vraiment. Réservé aux parents qui ont voulu mettre des moyens pour l'éducation de leurs enfants. Et donc après cela, j'ai fait mon cursus secondaire, ce qu'on appelle aujourd'hui le lycée, un peu collège protestant. Dans quelle année pratiquement? Où nous sommes entre 1995 et 2000. Au collège protestant et un peu au lycée d'Agbalé-Pédo, le 2 février. Et pourquoi cette descente du privé au public? Oui, parce que à ce moment-là, si j'ai souvenance, il fallait des aménagements pour la mobilité. Des aménagements, vous savez, nous sommes nombreux en famille et donc il fallait trouver la bonne formule pour desservir tous les frères et sœurs qui allaient à l'école. Donc pour ne pas léser certains? Non, pas dans ce sens. Pour permettre à tous d'être à l'heure à 7 heures dans les différentes écoles. Voilà, il fallait trouver une formule. Voilà. Et donc ça a été fait. Mais j'ai obtenu mon bac au Bénin, à Cotonou, au CEG Bégamé, parce qu'il y avait des difficultés ici au Togo. On avait le spectre d'une année blanche. Et donc, nous nous sommes préparés ici. Je me suis présenté au Bénin. Donc, mon bac, il est béninois. Votre bac est béninois, mais oui. Je vais encore revenir en arrière. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Il y a des faits marquants qui restent à jamais gravés dans la mémoire et qui symbolisent cette étape de vie. Oh, j'ai de très vagues souvenirs de mon enfance. Je sais seulement que au lycée, j'ai toujours été major, de la seconde jusqu'à la terminale. Pourquoi? Parce que vous êtes brillant? Ou bon, peut-être parce que les enseignants, je ne sais pas ce qu'ils avaient vu. Mais d'habitude, les critères pour la sélection des majors, on se base plutôt sur l'excellence. Oui, c'est vrai, mais quand vous rentrez en début d'année, il y a un choix qui est arbitraire. Mais qui est provisoire. Qui est toujours provisoire, en attendant qu'il y ait des élections. Oui. Sauf que dans mon cas, il n'y a jamais eu d'élection après. Donc j'ai été choisi par le professeur titulaire de la classe et on m'a maintenu, les autres aussi ont accepté. Certainement qu'il y a des antécédents, peut-être aux classes antérieures, vous avez fait vos preuves et c'est une continuité. Oui, c'est vrai, sauf que j'étais nouveau en seconde, au lycée 2 février,
Donc je dirais que c'était fortuit et ça a continué jusqu'en terminale. Donc je sais également qu'à l'université, déjà au lycée, j'allais généralement discuter avec les camarades des autres classes sur des questions liées ou à l'histoire biblique ou à l'histoire de l'Afrique, où on avait des ateliers de réflexion. Je faisais tellement cela. Et même à l'université à Lomé, j'ai eu à faire ça dans plusieurs facultés. J'allais dans des heures creuses et j'appelais à l'attention ceux qui étaient dans les amphis. Et puis on discutait des sujets que j'apportais. Donc c'est peut-être ce qui m'a un peu marqué dans cette enfance dont vous parlez. Bon, après, il y a eu d'autres souvenirs qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Mais vous pouvez nous faire part. Nous sommes sur un plateau, on veut bien connaître l'invité à travers ses hauts et ses bas. Et bon, je me souviens encore d'un fait où un soir, nous attendions que notre chauffeur vienne nous prendre. C'était en face de l'Écancard. Donc, vous savez que en face de Couvaré. Justement. Et nous sortions à l'époque à 17h. Nous étions restés là jusqu'à 19h30 dans la nuit, dans la pénombre. Et on s'est rendu compte plus tard, quand il est passé, qu'il nous avait oubliés. Pas possible. Donc, il y avait presque tous étaient pris. Les parents venaient prendre tout le monde. Nous avions fait une soirée particulière là-bas, ce jour-là. Bon, donc ça m'a marqué. Et c'était l'oubli, c'est dû à quoi? Et comment il a justifié? Oui, mais c'était l'oubli. Ouais, non, mais quand même, mais quand il y a la routine, chaque fois tu pars chercher des enfants et il va t'arriver de les oublier carrément un soir? Oui, c'est arrivé et c'est lorsqu'il était en train de garer qu'il s'est rendu compte que j'ai pas pris les enfants. Donc il fallait retourner. Il est revenu tard. Donc ça nous a permis de gérer une situation imprévue où tout le monde est pris sauf vous. Vous restez là dans le noir. Donc j'ai toujours souvenance de Et quel était votre état d'esprit en ce moment quand vous étiez dans le noir? Bon, aujourd'hui je n'ai plus souvenance de ces détails. Je sais que c'est un événement qui m'a marqué. Voilà. Est-ce qu'on pourrait aussi dire que le fait que vous devenez toujours major, vous avez la carrure de quelqu'un qui a l'éloquence? Bon, l'éloquence, vous savez que ça se cultive. C'est vrai que certains disent que ça se reçoit aussi, on est avec, mais ça se cultive. Je crois que j'ai toujours eu une certaine gravité des choses. Et depuis l'enfance, je me suis pas amusé très peu. Oui. Et donc, j'ai toujours été attiré par les questions graves. Voilà. Donc c'est peut-être cela qui m'a permis de jouer ces rôles très facilement et d'être tout petit major, parce que vous voyez, tout petit major, mais qui est demeuré major tout le temps, pendant toutes ces années de lycée. Et quelle était l'attitude des grands frères de derrière, comme on les appelait? Bon, ils venaient souvent négocier, parce que quand ça bavarde, c'est nous qui écrivions, et il y avait quelquefois une secrétaire. Ils venaient négocier pour qu'on enlève leur nom et ainsi de suite. On a vécu tout ça. Mais généralement, ils ont toujours respecté cette posture qui a été la mienne, oui, pendant toutes ces années. Intéressant. Vous avez débuté par parler de votre carrière universitaire. Bon, nous devons venir maintenant à votre vie professionnelle. Oui. Alors, je suis rentré au Togo en fin d'année 2015. Donc, j'ai fait la France et l'Italie. Donc, j'ai fait mes études supérieures ici, au Togo. Jusqu'à la maîtrise? Non, pas jusqu'à la maîtrise, jusqu'à un DUT. J'ai obtenu un DUT en diplôme universitaire de technologie, en génie électrique, option télécommunication. Bien avant ça, j'ai fait un peu d'anglais à l'université de Lomé. Et à l'époque, c'était du Bénin. Et donc, avant de partir, je suis allé en Italie pour continuer les études en sciences sociales, notamment en sciences politiques, et ensuite en histoire. Venons-en à la politique. Votre rencontre avec l'USC, ça s'est fait comment?
Alors, en réalité, je dois dire que je ne suis pas vraiment un partisan politique. Ouais. En d'autres mots? En d'autres mots, je n'adhère pas au système politique partisan, où vous avez l'ANC, le CAR, l'UTD, devenu CPP, UNIR, l'UFC, ainsi de suite, CLE, NET. Non. Idéologiquement, je suis plutôt pour une refonte de notre système politique. Et je suis plutôt pour, si on peut le dire ainsi, une dissolution des partis politiques. Parce que le système partisan, qui est partie intégrante du système démocratique libéral, ne correspond pas à l'anthropologie politique des peuples africains. Et donc c'est un système qui nous divise. Et les partis politiques sont devenus des agglomérats communautaires. C'est comme si on faisait des partis politiques des États politiques des communautés. États politiques des communautés. Et les frictions et les clivages intercommunautaires dans notre pays vont conduire à une confrontation des partis politiques qui va dépasser ce que les Européens même connaissent, une confrontation amicale, politique ordinaire, et qui va rentrer dans une certaine confrontation velléitaire qui va conduire nos pays vers le chaos. On l'a vu au Rwanda, on l'a vu en Sierra Leone, on l'a vu dans plusieurs pays, même au Togo, on l'effleure tout le temps. Et donc, mon entrée, ma proximité avec l'UFC, comment cela s'est fait? C'est cela votre question? Bien sûr. D'abord, comme je vous l'avais dit, je suis coordonnateur du MPA, qui est un mouvement engagé de la société civile. Et nous parlons pour une réconciliation profonde des Togolais en vidant les grands contentieux nationaux, dont le contentieux ethnique et tribal, le contentieux de l'administration du pays, parce que l'administration du pays n'est pas faite pleinement dans le sens d'une redistribution équitable des richesses. Il y a une monopolisation de richesses, et ça c'est le chef de l'État lui-même. Bien sûr qu'il a dit. Une minorité s'accapare des biens au détriment de la majorité. Si à son niveau d'information, il fait ce constat, ne le cache point, mais le proclame publiquement, cela veut dire que c'est une réalité. Et notamment la question de l'assassinat de Sylvanus Olympio, qui demeure jusqu'aujourd'hui une pomme de discorde entre les Togolais. Parce que, vous savez, lorsqu'on parle de l'illégitimité de l'actuel pouvoir qui nous gouverne, personne ne refuse que le RPT a gagné en 92, c'est-à-dire qu'en 94, que le chef de l'État est redevenu chef de l'État. Personne ne refuse. Personne ne refuse que les élections présidentielles ont été gagnées, à part une ou deux, par le RPT. Et les élections présidentielles ont toujours été gagnées par UNIR, depuis que UNIR est là. Personne n'a réussi à contester l'élection du chef de l'État fort, Eswazimna Nassimbe. Personne. Malgré qu'il y a des gens qui sont dans la rue. En 2010, on avait vu. En 2015, il a fallu, mais... Non, vous savez, tout le monde sait que l'illégitimité dont on parle de l'actuel pouvoir remonte à la façon dont ce pouvoir a été installé au Togo. Dans les années 60, ou bien même au-delà de 60. Justement. Des gens se sont battus pendant 2 décennies pour négocier et obtenir l'indépendance d'auprès des Nations Unies et des Français. Ils viennent au pouvoir avec un programme qui, ma foi, était assez pharaonique, et imposait une austérité, mais un programme de souveraineté. Et ces gens ont été assassinés. En l'occurrence, Sylvanus Olympio. En l'occurrence, Sylvanus Olympio et presque tout son gouvernement, ils ont été mis de côté de façon illégale. C'est un coup d'État. Et donc, que se passe-t-il? Mais il se peut, en parcourant un peu l'histoire en tant qu'historien, il est dit que ce sont des militaires revenus qui avaient combattu aux côtés de la France qui ont perpétré ce coup. L'insurrection a été organisée par eux parce qu'ils voulaient une place dans l'armée togolaise alors que la France ne voulait pas d'eux. Cela fait 8 ans que je travaille sur cette question et j'ai produit un ouvrage qui est disponible aujourd'hui sur les relations entre la France et le Togo en matière sécuritaire, monétaire et diplomatique.
lors du quinquennat de Sylvanus Olympio. Je prépare maintenant et bientôt, je crois que si les choses se pressent, cela va sortir, un ouvrage uniquement destiné à l'assassinat. Je peux vous affirmer qu'il ne s'agit que cette thèse que vous avez exposée, elle n'est pas tout à fait correcte. Donc, c'est ce qu'on nous a toujours servi. Bien sûr. Même nos documents historiques, c'est ce qui servent. Bien sûr. La responsabilité dans ce qui s'est passé au Togo, elle est très large. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui étaient entrés en jeu pour ce qui s'est passé au Togo. Bon, maintenant, on présente souvent certains acteurs périphériques qu'on désigne comme étant les responsables. Donc c'est sous forme d'iceberg. Il y a le dessous qui... Bien sûr. Et donc, c'est à partir de là. Et nous avons, dans le cas du MPA, ressassé tous ces événements. Et pour arriver à une conclusion très simple, qu'il va falloir que le Togo, les acteurs qui sont en belligérance puissent se comprendre, vider les contentieux nationaux et passer à une nouvelle république. Ceux qui peuvent pardonner, qu'ils pardonnent, et ceux qui peuvent ne plus recommencer ce qu'ils ont fait de mauvais, qu'ils cessent. Mais il faudrait dire qu'avant d'être pardonné, il faut avouer son tort. Mais nous l'avons vu au cours de la CVJR, du travail fait par la CVJR, il n'y a jamais eu de comment l'appelle-t-on, de bourreau ni de victime. Donc tout le monde se considère comme victime. Vous savez que la justice transitionnelle a ses principes et ses critères. Vous savez la raison pour laquelle les archives ne déclassifient jamais les documents compromettants avant 50 ans. Parce qu'il faudrait que ceux qui ont commis ces choses puissent ne plus exister ou puissent partir. Et une fois qu'ils sont partis, on peut déclassifier. Même si on découvre les responsabilités, on ne pourra plus rien leur faire. Parce qu'il s'agit de responsabilité pénale. Lorsque vous faites une commission comme la CVGA qui s'occupe de crimes depuis les années 58 jusqu'en 2005, vous avez des gens qui vivent à côté de vous. C'est récent. Donc vous voulez que des gens qui vivent à côté de vous viennent vous dire que j'ai commis tel crime, alors que ceux qui seraient les victimes de ces crimes sont toujours là avec la douleur. C'est pour cela qu'on a opté pour une certaine justice où l'État se dit, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui a été fait. Je vais dédommager les victimes. Et on demande aux gens de pardonner. C'est un peu cynique, mais c'est une solution également, un début de solution. Mais ce serait difficile dans la mesure où il y a certaines personnes qui veulent bien connaître la vérité avant de pardonner. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu peux pas pardonner. Aujourd'hui, quand nous prenons le cas togolais, est-ce que c'est la même chose qui a été fait en Afrique du Sud, au Rwanda et consorts? Mais il y a des bourreaux qui ont avoué leurs faits et ensemble, ils se sont dit, on se pardonne et on se lance un nouveau défi. Oui, il faut... J'ai entendu beaucoup de personnes faire une comparaison, même des personnes du côté du gouvernement, entre le cas togolais et le cas sud-africain. Je vous assure qu'il n'y a pas de comparaison à faire. C'est vrai que c'est toujours de la justice transitionnelle, mais c'est deux modèles complètement différents. En Afrique du Sud, il y a eu des négociations de fond entre le clerc, c'est-à-dire... Oui, le président d'antan et Mandela. Et Mandela. Il y a eu des négociations, il y a eu des accords. Et ce n'est que lorsque des garanties ont été posées que les bourreaux sont sortis. Parce que les bourreaux sont sortis, ils ont dit, nous avons fait ça. Parce qu'ils savent qu'il y a des garanties. Ils ne seront pas poursuivis. Ce n'est pas le cas du Togo. Et c'est le problème... Ce problème-là sur la criminalité de l'État, la criminalité publique, qui se repropose lorsque nous parlons de l'alternance politique. Parce que des gens veulent qu'il y ait alternance dans le conflit, dans la belligérance. Alors que quand il y a alternance dans le conflit, les nouveaux ne pourront pas ne pas chercher à se venger. Donc ceux qui sont actuellement au pouvoir, ne voulant pas donner une perche, un couteau, à d'autres pour les trucider, voilà, ne partiront pas. C'est une question de bon sens. Donc quand vous êtes politique et vous avez une certaine analyse de la situation de votre pays, vous prenez des décisions politiques qui peuvent être douloureuses, mais qui sont des décisions pratiques et réalistes. Et puis ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez, vous savez, c'est très bien, vous avez très bien raison lorsque vous dites qu'on ne peut pas pardonner
tant que la vérité n'est pas dévoilée. Ça dépend de ce qu'on veut. Si nous voulons qu'il y ait cette paix après que la vérité ne soit faite, on va attendre un peu. Mais si nous voulons qu'il y ait la paix, une certaine paix initialement, qui va permettre aux exclus de la République de devenir petit à petit des inclus, alors il faut prendre le courage de pardonner avant de connaître certaines vérités. Et certaines vérités, je vous assure qu'il est quelquefois mieux de ne pas les découvrir. C'est vrai. Donc revenons toujours à l'UFC. Donc vous avouez, mais sur les chaînes, on vous présente comme conseiller du président national de l'UFC. Donc Oui. si vous devez dire que si vous n'êtes pas membre de ce parti, vous ne serez pas le conseiller du président. Dans ma Oui. logique. Oui, vous avez raison. Mon rapprochement avec l'UFC a été très subi. Subi, c'est-à-dire S-U-B-I-T. C'est au cours de cette année 2018. Parce que il y a eu comme un sacerdoce à exercer. L'UFC est le seul parti politique aujourd'hui qui défend dans la souffrance une ligne politique qui est impopulaire. En d'autres sens? En d'autres sens, je veux dire que la population a été préparée pour un renversement radical, hic et nunc du pouvoir qui nous gouverne. Le parti politique qui demande à ce qu'il y ait une alternance pacifique, c'est-à-dire une certaine forme de clémence vis-à-vis du pouvoir en place, il devient impopulaire. Quand vous le faites, vous devez savoir que vous serez impopulaire. Mais, quand vous analysez cette position et vous prenez la situation du Togo, vous dites que c'est la meilleure option pour demain. Et donc, cette option dans l'arène politique togolaise a besoin d'être défendue, a besoin d'être soutenue. C'est le sens de mon sacerdoce auprès de l'Union des forces de changement. Parce que j'ai la conviction personnelle que, vu notre situation, nous ne pouvons travailler activement que pour une alternance politique pacifique. Ça veut dire que nous ne sommes pas pour le statu quo. Non. Nous voulons qu'il y ait alternance. Même des dirigeants, de hauts dirigeants du parti au pouvoir souhaiteraient qu'il y ait alternance, qu'il y ait changement. Mais quel genre de changement? Quelle alternance? Ceux qui sont au niveau de la C14, sous l'impulsion du PNP, ont voulu une alternance fracassante. Comme ça s'est passé dans d'autres pays. Par des méthodes qui sont anticonstitutionnelles. Si vous avez la force, vous le faites. Si vous réussissez, vous réussissez. Et si vous n'avez pas la force et vous le faites, vous échouez. C'est un chaos que vous installez dans le pays. Donc, chacun a la politique de ses moyens et non les moyens de sa politique, originellement. Nous croyons, et je crois que l'alternance doit être obtenue au Togo dans une certaine entente avec le parti UNIR qui nous gouverne. Mais est-ce qu'après, banalement, 8 ans de cette expérience, déjà en 2010, l'accord a été scellé en 2010, le président Faure a déjà fait un mandat, il est dans son second mandat. Après l'accord, est-ce qu'il ne se fait pas un peu tard? Non, ce n'est pas tard. Nous ne sommes qu'au début. Et parce que vos actions sont insignifiantes aux yeux du Togolais lambda. Oui, je vous ai dit tout de suite que du moment où l'UFC a choisi une voie impopulaire, elle n'entend plus d'avoir le suffrage populaire pour y arriver. Tout de suite. Il y aura toujours un peuple derrière cette mouvance-là, mais il ne sera pas nombreux comme le peuple qui serait derrière ceux, par exemple, qui veulent un renversement du pouvoir en place. Mais de plus en plus de personnes se rendent à l'évidence que la posture de l'UFC est une posture républicaine plus responsable. On est ouvert à tout le monde, on est ouvert aux partis au pouvoir, on est ouvert aux partis membres de la C14, à la société civile, aux partis qui ne sont pas membres de la C14 mais qui se réclament aussi de l'opposition. Mais avoir le décor, c'est comme si vous vous penchez d'un seul côté, la C14 ne vous tolère pas. Donc peut-être avoir le décor, je dis. Non, la C14 a une attitude d'exclusion vis-à-vis de l'UFC. Nous l'avons découvert avec beaucoup plus d'empirisme
dans l'histoire de la CENI, parce que la C14 a débarqué à Conakry avec une requête, c'est-à-dire elle demandait la tête de l'UFC pour aller siéger, coûte que coûte. Est-ce que c'est la C14 qui demandait la tête ou bien ce sont les recommandations de la feuille de route? Parce qu'il était bien mis, après le comité de travail, la rencontre du comité de suivi, il a été dit, les partis protagonistes donc doivent faire semer avec, à travers la CENI, on doit avoir une CENI paritaire. Non, vous savez que cette question a fait débat au Togo, mais aujourd'hui tout le monde est d'accord que la position de l'UFC était celle qui était correcte. Le document que vous lisez précise très bien, et on va le redire, qu'il faut 5 commissaires provenant des partis d'opposition parlementaire. Bien sûr. C'est tout. Est-ce que l'UFC est un parti d'opposition parlementaire? La question se pose. Il y a une loi qui définit qui est parti d'opposition parlementaire ou pas. Est-ce que l'UFC rentre dans ce canon? Oui. Bien sûr. En 2013, l'UFC a siégé à la CENI comme parti d'opposition parlementaire. En 2015, l'UFC a siégé à la CENI comme parti d'opposition parlementaire. En 2018, il n'y a aucun changement. On se demande pourquoi l'UFC se considère parti d'opposition parlementaire, alors que l'accord qu'on brandit a été signé depuis 2010. Maintenant, lorsqu'ils sont allés à Conakry, ils étaient allés pour 2 choses, fondamentalement. Demander le retrait de l'UFC de la CENI pour que le dernier membre de la C14 puisse siéger, ce qui va garantir que les 8 aillent prêter serment et participer au processus électoral, ce que la CEDEAO a trouvé faisable si l'UFC acceptait. Et ils ont demandé une reprise du recensement, ce qui a été refusé par la CEDEAO, qui en contrepartie leur a donné une fenêtre de 3 jours. Mais avant de partir pour Conakry, la C14 a eu à dire publiquement, à travers ses représentants un peu sur les chaînes radiophoniques de Lomé, on dit que l'UFC occupe leur place et que l'UFC doit laisser ce siège-là à la CENI. Nous avons dit que si c'est ça votre argumentaire, rencontrons-nous. Nous leur avons adressé une lettre que j'ai contribué à écrire moi-même, personnellement. Ils ont refusé de répondre à cette lettre-là. Nous avons saisi le commissaire de la CEDEAO, le représentant, M. Garbalompo, qui est à Lomé, qui a transmis notre lettre à son hiérarchie. Et vous avez vu que dans le communiqué de Conakry, la CEDEAO a précisé, on encourage l'UFC, on l'exhorte à laisser sa place, afin qu'un autre parti d'opposition parlementaire. Est-ce que c'est pas un langage diplomatique? Non, on a reconnu que l'UFC est un parti d'opposition parlementaire. Ce débat sur l'identité de l'UFC a été mené, nous l'avons mené, j'ai été aussi au front, et cette question n'est plus à discuter aujourd'hui. Et la CEDEAO a reconnu que en nous demandant de partir, on fait quelque sorte une entorse à la loi. Mais on nous le demande de l'accepter, un sacrifice pour que le processus électoral, parce que la CEDEAO croyait tout naïvement que si l'UFC sortait et faisait rentrer la C14, il serait venu. Et finalement, l'UFC est sorti, la C14 a boudé, ils ne sont pas allés prêter serment. Ils avaient leur raison, parce qu'un processus qui a été débuté, et maintenant, vous ne pouvez pas prendre le train en marche sans savoir ce qui a été fait auparavant. Je ne saurais préjuger des raisons de la C14. Je sais une chose, on nous a demandé de partir, de sortir de la CENI, ce n'est pas au Togo, c'est la CEDEAO, parce que la CEDEAO jouait sa crédibilité, et la CEDEAO voulait donner tout ce qui est donnable en griffe à la C14 pour que la C14 participe. Ça a été fait jusqu'au bout. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est trop intransigeant, qui est trop exigeant. Tout le monde sait qui est plus large. Demain nous le dira. Par rapport à cette situation, vous avez organisé un événement la semaine dernière au niveau de l'hôtel Daoba. Pourquoi un tel événement? Est-ce à dire que vous voulez avoir une légitimité au niveau de la population togolaise? Oui, nous voulons faire une reconnexion avec notre base, avec notre clientèle.
Vous savez que ce qui a fait mal à beaucoup de Togolais, c'est que l'UFC est allé signer un accord avec le RPT sans avoir fait de pédagogie et de communication conséquente derrière. Voilà. Et ça, beaucoup de personnes, vous savez, vous serez surpris de voir que quand vous quittez Lomé et vous commencez par faire la revue des milieux à l'intérieur, des villages, des villes moyennes, le débat politique à Lomé est très étranger à ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de relais médiatique en temps réel. Est-ce la faute aujourd'hui aux partis politiques ou bien, mais si nous parcourons en tant qu'historiens, on voit que c'est une stratégie pour priver l'intérieur des informations. Je ne crois pas que les gens soient si ingénieux pour établir une telle stratégie. Non. C'est une carence du milieu politique togolais. C'est la faute aux partis politiques. Parce que ils animent la base de la méthode de la ville centrale. Et ils n'animent pas les bases des autres contrées. Alors que le code, la charte, parti politique le dit, ils doivent se déployer. Mais il y a une cause à ce déficit de déploiement, c'est l'argent. Parce que pour animer une base du nord jusqu'au sud, il faut que le parti dispose de beaucoup de moyens. Et les partis politiques au Togo, à part quelques grands partis, n'ont pas de moyens. Donc ça explique un peu la carence d'informations. Donc je voulais dire ceci, qu'il n'y a pas tellement d'informations à l'intérieur. Donc beaucoup de personnes n'ont jamais compris jusqu'à aujourd'hui quelles sont les raisons qui ont poussé l'UFC à signer un accord avec le RPT. Puis les frères de l'ANC qui avaient piloté l'accord, qui allaient à toutes les négociations et venaient rendre compte au président Gilchrist Olympio, ils sont sortis à un moment donné de l'UFC pour créer l'ANC. Et quand ils sont sortis, au lieu de se contenter de faire de la publicité et de la communication politique pour leur parti, pour avoir de la popularité, ils ont préféré faire de la communication contre l'UFC. Là, je ne fais pas la même lecture que vous, parce que avant je suis en train de faire une relation de fait. C'est pas une analyse. Les vidéos sont là, les enregistrements audio sur les chaînes de radio sont là. Les gens ont communiqué contre l'UFC, contre son président. Et ceux qui ont fait ça, ils sont les grands leaders de l'ANC. Il n'y a pas de... Même les membres du gouvernement le disent. Même les membres de l'ANC le disent. Mais j'ai reçu un des anciens membres de l'UFC qui m'a fait une autre démonstration sur ce plateau. Je veux parler du président de FPD, Dimon Oré. Pourquoi, après le départ de l'ANC, Dimon Oré aussi a quitté l'UFC? Bon, alors, moi, je ne parle pas de monsieur... Oui, parce que je me dis, oui, si les gens ont fait une campagne contre leur partenaire. Je veux dire ceci, que ceux qui sont partis de l'UFC vers l'ANC, vu que les populations sont les mêmes, la clientèle, la base militante est la même, oui, ils ont dû partir avec une certaine base militante. C'est normal. Voilà. Et donc, la communication qui doit corroborer ce départ-là de cette base militante, forcément, elle doit être contre la maison mère. C'est une question de bon sens. Et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, je ne peux pas travestir des faits qui rebondent jusqu'à 8 ans. Parce que les gens nous regardent. Et ceux qui ont fait ça, ils se connaissent. Maintenant, ceux qui étaient à l'UFC n'ont pas réagi à cette contre-communication parce que beaucoup sont restés naïvement. Quand je dis naïvement, ce n'est pas de l'injure. Hein. Non. Au sens péjoratif. Non, c'est pas au sens péjoratif. C'est plutôt d'ailleurs au sens laudatif du terme. Ils sont restés naïvement dans le positif en espérant que ceux qui étaient partis allaient revenir. Impossible. Voilà. Et avec le fil du temps, ils se sont rendus compte que les gens ne vont pas revenir. Et donc, l'UFC est restée ce qu'elle était lors de la scission. Et il faut maintenant revitaliser le parti. Il faut remettre, parce que le parti aujourd'hui est porteur d'une idéologie politique mature, qui est bien spécifique, qui a besoin de bouche, de main, de bras, de cerveau, de cœur. Et
un parti comme l'UFC, avec son langage aujourd'hui, peut jouer le rôle de parti tampon. Donc en bref, il faut faire renaître l'UFC. Voilà, il faut faire renaître les membres du parti. J'attire votre attention sur le fait que l'UFC fait partie de l'ensemble de la communauté du palmier. Et le palmier, comme nous l'avions dit, est une plante qui ne tarit jamais. Saison sèche, saison pluvieuse, il est toujours là. Et les palmiers ou les palmiéristes du Togo ne se retrouvent pas qu'à l'UFC. Il y a des fils du palmier un peu partout. Il y a beaucoup de partis, même jusque dans le parti au pouvoir. Il y a des fils du palmier partout. Alors le travail qui reste à faire aujourd'hui, c'est non seulement de remettre l'UFC sur pied, mais également de revitaliser l'esprit du palmier. Parce que notre territoire, vous le savez bien, il s'appelle Dénigman, et c'est le territoire du palmier. Et quand nous parlons de palmier, les ésotériciens comprennent très bien ce que nous voulons dire. Nous ne voulons pas parler d'un parti politique. Nous voulons parler du destin de ce territoire. Et il ne s'agira pas de chapelle politique. Non, il s'agira de personnes envoyées ici et là dans tous les partis politiques. Pour former une communauté. Pour former une communauté qui n'est pas forcément une communauté qui se voit physiquement, mais une communauté de cœur, d'esprit, de valeur. Et c'est cette communauté des palmiéristes, comme je l'appelle, qui sera à l'avant-garde des grands prochains défis de notre peuple, de notre pays, dans les prochaines décennies. C'est un peu profond. Bien sûr. Donc, c'est pour cela que je vous dis que le mien est un sacerdoce. Il ne s'agit pas croyez. Il ne s'agit pas d'un engagement politico-partisan pour un positionnement dans le cadre d'un parti politique, ce qui me semble dérisoire parce que je n'en ai pas besoin. Il ne s'agit pas d'un engagement pour un positionnement au plan du pays, je n'en ai pas besoin parce que dans la vie, les anciens nous ont enseigné une chose. Chaque homme a une mission. Connaissez votre mission, remplissez-la, c'est tout. Mais aujourd'hui, vu cette idéologie qui est peut-être noble, mais on se dit, on connaît bien le Togolais, quand il vomit quelque chose, c'est fini une fois pour de bon. Ce n'est pas vrai. Je vous donne seulement un exemple que j'ai eu l'occasion de donner à la conférence le samedi passé. Les Togolais ont embrassé et surembrassé le culte. Sylvanus Olympio. Lorsqu'il a été assassiné le 13 janvier, montrez-moi combien de poches de résistance y a-t-il eu sur Lomé dans tout le pays. Qui étaient ces Togolais qui sont sortis pour le défendre? Moi, je connais un seul, dont j'ai documenté la démarche, qui est M. Théophile Mali, qui s'est battu tout seul pendant un bon moment à l'international avant de revenir au pays. C'est vrai qu'il y a eu les autres, les héritiers naturels, les Noé Koutoukloui et les autres, qui ont essayé de se battre à travers le maquis, mais ils ne sont pas arrivés au bout de leur projet. Et donc, le peuple togolais dont vous parlez, il est très versatile comme tous les peuples. Sachez une chose, les peuples réagissent aux inputs, aux passions. Et les peuples, par leurs caractéristiques, ne sont pas portés à comprendre les choses qui sont délicates. C'est pour cela qu'en psychologie sociale, on parle de simplification, de stéréotypes dans le fonctionnement du peuple. Le peuple synthétise. On n'a pas besoin de complexité. Et donc si aujourd'hui, vous avez un peuple qui vous dit « Mais pourquoi vous êtes allé signer l'accord avec le RPT ?» Nous vous rejetons pour ça. Parce que nous voulons qu'il y ait un renversement brutal, nous voulons la guerre, nous voulons que ces gens disparaissent, comme les gens le disent. Soit-il, les gens peuvent vouloir le faire. Mais lorsque ce peuple va supporter des leaders qui vont rentrer dans cette dynamique, ils vont commencer par voir les conséquences, une après l'autre, une à une. Ce même peuple va se rendre compte, mais attention, cette voie que nous avons voulu, elle est suicidaire. C'est peut-être mieux que nous retournions vers ceux qui nous ont dit alternance, oui, mais alternance pacifique et négociée. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui au Togo de plaider et de nous battre pour une alternance pacifique? Entre une alternance fracassante, belligérante, belliqueuse, qui sera une alternance de l'exclusion de l'autre, et une alternance qui est pacifique, qui sera peut-être douloureuse, mais pacifique.
Qu'est-ce que vous pensez de votre point de vue qui serait plus utile pour le Togo, en considérant un fait que de toute façon, dans la vie des nations, les gens qui ont commis le mal sont payés pour le mal qu'ils ont commis. Que ce soit vous, le juge, que ce soit vous, le général d'armée, ou que ce ne soit pas vous, soyez certains d'une chose. La justice naturelle fait son travail. Les entités supérieures qui protègent notre peuple, qui ont protégé notre peuple depuis les grandes migrations de l'Antiquité jusqu'à la colonisation de l'Afrique actuelle. Les entités supérieures qui ont combattu aux côtés de notre peuple pour les indépendances et qui sont encore présentes et qui nous suivent. Ils sont là et ils savent qui punir au moment juste, au moment opportun. Nous, ce n'est pas notre boulot. Nous cherchons ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est légal et ce qui est bien pour la majorité des Togolais. Vous cherchez ce qui est légal, c'est pourquoi vous invitez et vous y croyez que le 20 décembre, les Togolais doivent aller aux urnes. Est-ce que les conditions sont réunies? Les conditions sont-elles réunies pour des élections législatives le 20 décembre? Notre réponse à l'UFC, elle est très simple. Nous le disons, nous le dirons toujours. Nous sommes en accord avec UNIR, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas en train de dérouler un programme que UNIR nous a tendu. Nous suivons la facilitation de la CEDEAO. Lorsque la CEDEAO a dit le 31 juillet que les Togolais doivent aller aux élections le 20 décembre, le 29 août, on a eu une réunion de haut niveau au sein de notre parti. Le président national a présidé cette réunion où la décision a été prise de mettre toutes les dispositions en place pour que le 20 décembre, l'UFC soit prête pour aller aux élections. Et nous avons dit que si aujourd'hui la CEDEAO venait et nous disait non, à cause de telle raison, nous pensons qu'il serait plus opportun de renvoyer les élections à une date sine die, l'UFC serait prête à accompagner la nouvelle date. Voilà, c'est la position de l'UFC. Donc à vous comprendre, vous suivez seulement la logique de la CEDEAO. Nous suivons la facilitation de la communauté. Voilà. Mais c'est la même CEDEAO qui recommande qu'on fasse, qu'il y ait les conditions d'apaisement, la libération des détenus, la même CEDEAO qui recommande que la Cour constitutionnelle soit recomposée, la même CEDEAO qui recommande que les réformes soient faites, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore gain de cause. Alors si vous-même, vous reconnaissez que c'est la CEDEAO qui demande toutes ces choses, mais vous constatez que la CEDEAO jusqu'aujourd'hui n'a pas demandé de report de date, ça veut dire que toute considération faite, la CEDEAO estime que le 20 décembre est une date faisable. Mais la CEDEAO ne fait pas un double jeu par hasard parce que dans la feuille de route, il est bien mentionné avant d'aller aux élections, il faudrait qu'on remplisse toutes ces conditions. Vous savez, la CEDEAO n'a jamais dit, vous avez déjà lu la feuille de route? Oui, je l'ai. Il n'est jamais écrit dans la feuille de route de la CEDEAO que ces conditions doivent être complètement vidées avant que les élections ne s'opèrent. Non. Je m'inscris en faux contre cette logique-là. Non, c'est pas écrit. Il n'est même pas inscrit dans la feuille de route que les réformes institutionnelles, constitutionnelles d'abord, parce qu'il y a quand même une institution qui est en jeu, qui est la Cour constitutionnelle, que ces réformes soient faites obligatoirement avant le 20 décembre. Non. C'est une suite de conditions que la CEDEAO nous a recommandées. Et la CEDEAO voudrait que ces choses soient faites. Et la seule condition qui a eu droit à une date, c'est celle de l'exigence des élections. Mais il y a des ramifications. Supposons que aujourd'hui, on veut lancer très bientôt les campagnes législatives. Et dans certaines villes, ils sont dénudés de la population. Comment est-ce qu'on peut faire une campagne là-bas alors que des candidats potentiels pour les élections sont en prison, la Cour constitutionnelle qui va valider les élections n'est pas recomposée? Donc vous ne voyez pas qu'il y a une logique même avant qui doit aboutir au 20 décembre? Non, nous ne sommes pas le censeur de la CEDEAO. Nous ne sommes pas là pour corriger, c'est-à-dire corriger dans le sens du correcteur qui corrige la feuille des étudiants. Nous ne sommes pas là pour corriger le travail, pour noter la CEDEAO. Non. Nous savons une chose, l'article 66 de notre Constitution, qui parle de la dissolution du Parlement, dispose que, en cas de dissolution du Parlement,
l'autorité a 2 mois, 60 jours pour organiser de nouvelles élections législatives. Ça veut dire que le délai constitutionnel ordinaire accepté au Togo, c'est 2 mois, 60 jours. La CEDEAO nous demande, à la date du 31 juillet, d'aller aux élections le 20 décembre. C'est-à-dire pratiquement 5 mois, 6 mois. Alors, nous disons que ce délai est plus que raisonnable. Mais on a constaté, on a observé que au lendemain de la sortie de la publication de cette feuille de route, des politiciens ont dit que cette date, ont attaqué tout de suite la date. Donc il y a eu un déni a priori de la date au lendemain de la publication de la feuille de route. Mais ça, c'est le travail et la stratégie politique des autres. Chacun sait ce qu'il fait. Nous savons que le recensement a été refait parce que la CEDEAO a demandé que les élections soient faites le 20 décembre à condition d'une revisitation complète du fichier électoral. Vous évoquez le cas du recensement. Ouais. La C14 avait dénoncé les cas de fraude, on ne dirait pas des fraudes, des irrégularités, mais qui ont été repoussées, mais vers la fin, la CENI a confirmé cette semaine qu'il y a une trentaine de milliers de... Bien sûr, mais ça pouvait être même de même 200, que des mineurs. 200 000, 300 000. Tout le monde sait que lorsqu'on fait un recensement, il y a des irrégularités. Et l'audit du fichier vient justement pour corriger ça. Ce n'est pas critique, c'est... Même le prestataire, ZTS a été contesté par la C14. Alors, si la C14 conteste le prestataire, ce n'est pas un événement, c'est je veux voir les preuves. Donc, il n'y a pas de communication. Vous savez, nous sommes dans un scénario où il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de communications qui sont creuses, où il n'y a pas de substance. Les gens font un travail technique. D'autres jettent l'anathème sur le travail technique qui se fait. Ou d'autres défendent ce travail qui se fait. Chacun fait selon sa stratégie. Nous, à l'UFC, nous savons que, à travers les conversations que nous avions eues avec l'expert, le professeur Fall, nous savons que le processus est contrôlé et surveillé non seulement par la CEDEAO, mais par le PNUD, par beaucoup d'agents, des puissances qui sont des partenaires, qui sont à Lomé, qui sont au pays, qui contrôlent tout et qui font des notes. Et donc, une chose est certaine, lorsque la C14 a demandé la recomposition de la CENI, ce n'était pas prévu dans la feuille de route, ça a été accordé. Cela a été accordé. Lorsque la C14, lorsque le 23 septembre, le relevé de conclusion est sorti, les représentants de la C14 étaient dans la salle. Et dans le relevé de conclusion, c'est écrit que le recensement commencerait le 1er octobre. Ils avaient tous signé. Dans la mesure où leurs membres intègrent la CENI. Dans la mesure où, parce que c'est dans le même relevé de conclusion qu'on a parlé des 5 commissaires de l'opposition parlementaire. Et on se rappelle très bien qu'il y a des cas qui ont été rejetés au niveau de l'Assemblée. Il y a des cas qui ont été rejetés. Quand le dossier a été sur la table du président pour le vote, tout le monde n'était pas voté. Alors vous, je crois que vous êtes journaliste et vous êtes supposé être mieux informé. Vous savez très bien que... Mais je prends les faits. Vous savez très bien que la C14 a envoyé 5 commissaires, une liste de 5 au titre des représentants de l'opposition parlementaire. Or, avant que la C14 n'envoie ces 5, l'UFC avait envoyé pour le renouvellement de son membre, ce qui fait 6 à la table, sur la table du président de l'Assemblée nationale. On ne pouvait pas continuer, il fallait faire des négociations. Et donc, on a opté pour celui de l'UFC et 4 de la C14, en attendant que la CEDEAO vienne s'exprimer sur le cas de l'UFC. Il n'y avait pas de tohu-bohu à faire. Il n'y avait pas de mauvaise communication ni de bruit à faire sur les médias pour ça. Et donc la CEDEAO est venue, elle a arbitré. Nous sommes sortis parce que la CEDEAO nous a demandé de le faire. La CEDEAO demande à ce qu'on aille aux élections le 20 décembre. Je crois que l'UFC ira aux élections le 20 décembre. L'UFC ira aux élections le 20 décembre. Est-ce que vous êtes fier du découpage électoral aujourd'hui, contesté par la C14 ? La question du découpage électoral fait débat à l'UFC depuis 2012. J'ai eu l'opportunité de faire une formation à l'époque à l'UFC où nous avions parlé longuement du découpage électoral, de ses ressorts. Et je vous assure que le problème du découpage électoral doit faire objet d'un débat national. Pas seulement en dehors du législatif, mais aussi dans l'exécutif, n'est-ce pas? Et dans l'opinion publique.
Parce que le découpage électoral actuel ne répond pas à la norme démocratique d'un vote, une personne. Pour cause, la conformation géopolitique de notre territoire et démographique ne permet pas une équité politique si on appliquait ce principe. Donc, il va falloir qu'au Togo, on ouvre un débat très délicat mais très important sur les critères d'un découpage électoral qui serait équitable. Mais ça ne peut pas se faire dans la précipitation. Mais aujourd'hui, ça arrange certains. Alors, le Parlement qui est actuellement en cours, en vigueur, a été constitué sur la base de ce découpage électoral. Donc, lorsque on conteste ce découpage électoral, j'aimerais bien, par principe de cohérence, que ce ne soit pas les députés de l'actuel Parlement qui le contestent, parce que ce serait pour eux comme se couper la branche sur laquelle ils sont assis. Même demain, la législature prochaine aussi sera issue du même découpage si nous allons aux élections le 20 décembre. Alors, c'est pour cela que j'ai dit que c'est un débat qui doit partir, qui doit être mené dans tous les pouvoirs. Pas seulement dans le pouvoir législatif, dans le pouvoir exécutif. Pourquoi pas dans le pouvoir judiciaire? Et même dans la société civile. Donc, c'est un débat d'ordre national, parce que ce débat va se cristalliser autour de la question ethnico-tribale. Vous avez des contrées dans le septentrion qui sont presque vides, mais qui comptent plus de députés, de sièges, que des contrées dans la région méridionale qui ont tellement de population. Et pourquoi cela se fait ainsi? Parce que le déséquilibre démographique au Togo sera tel que, si on applique le principe d'une voix, une personne, il y aurait toujours une prépondérance de représentativité parlementaire en faveur de la région méridionale. Et ça va créer un autre problème. C'est pour cela qu'il faut un débat de fond. Nous, les choses, nous les disons de façon claire et responsable. Maintenant, si quelqu'un pense que ce discours est favorable à une chapelle politique et défavorable à une autre, ce sera son problème ou ses propres calculs politiciens. Et personnellement, maintenant, je me détache un peu de l'UFC. Personnellement, j'ai un code éthique dans ma façon de faire. J'aime dire les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est en le faisant que la nuit vous dormez. Même lorsque vous avez des ennuis, des problèmes, vous savez que la nuit vous dormez tranquillement. Voilà. L'UFC positionne pour combien de sièges? Nous pensons arriver jusqu'à 21. Ou tout au plus jusqu'à 25. Sur 91 oui, ça c'est sûr. Vous savez que c'est une question de moyens et de ressources humaines. Est-ce que vous ne laissez pas encore la marge au parti au pouvoir de rafler la majorité au niveau de l'Assemblée? Non, nos choix politiques ne sont pas tributaires ou ne sont pas une variable du choix politique de la majorité, de l'actuelle majorité parlementaire. Nous faisons les choix politiques en fonction de notre capacité. Maintenant, quitte à la majorité ou à d'autres partis de tirer profit des choix que fait l'UFC. Les campagnes ou bien les opérations de charme commencent ce lundi, c'est-à-dire demain. Est-ce qu'on ne craint pas, par hasard, en voyant un peu l'ossature politique, bien la situation dans le pays, puisque certains s'y opposent, qui vont peut-être ne souhaitent pas susciter, ou bien pousser les autres à ne pas... On apprend que la C14 est dans la rue pour faire un compte campagne. Vous ne craignez pas? Non, nous ne craignons pas cela parce que nous sommes tous Togolais, nous connaissons l'histoire de ce pays. Nous avons fait le boycott, pratiqué le boycott. Vous savez, dans un système qui se veut démocratique ou qui est proto-démocratique, le péché capital, c'est le boycott des législatives. Vous pouvez boycotter l'exécutif, le chef de l'État, vous pouvez boycotter. Mais quand vous boycottez l'exécutif et le législatif, vous commettez un péché capital. Ça veut dire que vous serez absent des débats politiques pendant 5 ans. Mais ça ne sert à rien d'être aussi là et être inactif. Alors si l'actuelle opposition, constituée en majorité par certains qui ne sont pas du Parlement, mais d'autres du Parlement, a pu attirer l'attention de la communauté internationale, c'est parce que parmi eux, il y a des représentants du peuple. Il y a des partis représentés au Parlement, n'est-ce pas? Alors, s'ils avaient boycotté les législatives de 2013, est-ce qu'ils auraient pu lever les foules comme ils l'ont fait maintenant? Peut-être. Je ne crois pas. Puisque si nous prenons un peu le PNP. Le PNP n'a
n'aurait pas pu tout seul maintenir ce rythme pendant 9 mois, jusqu'à 1 année. Et dans les négociations, on prend en compte les partis qui sont à l'opposition, qui sont au Parlement. C'est important. Donc, il faut être au Parlement. Alors, lorsque la C14 boycotte le recensement dont la tenue fait partie, était inscrite dans les documents qu'il a souscrits, cette C14 ensuite va à Conakry et demande une reprise du recensement. Les facilitateurs disent non. On va vous ouvrir une fenêtre de 3 jours. Allez demander aux gens de s'enregistrer. Ils refusent. On leur permet même d'aller déposer les dossiers, même s'ils n'ont pas de carte d'électeur. Mais ça, c'est inadmissible, ça n'a jamais été fait ailleurs. Alors ça, c'est le fruit des négociations. C'est ce que la CEDEAO leur donne pour rentrer dans le processus. On leur libère la CENI, rien que pour eux. Ensuite, on leur ouvre encore une fenêtre pour qu'ils aillent s'enregistrer. Ils rappellent encore au boycott de la fenêtre de la CEDEAO. Vous savez pas que ça peut blesser les responsables de la CEDEAO? Ou vous pensez peut-être qu'eux, ils sont comme des murs? Non, ce sont des hommes qui font des efforts pour permettre à la C14 aussi d'être... Est-ce qu'aujourd'hui la C14 doit agir pour plaire à la CEDEAO ou bien pour plaire au peuple togolais? Non, ce n'est pas à nous ou bien à moi de dire ce que la C14 doit faire. La C14 choisit de faire ce qu'elle veut, ce qu'elle considère comme étant opportun pour ses stratégies. Mais donc, le résultat aujourd'hui, c'est que la C14 a eu tellement d'opportunités pour être à la première page dans ce processus, pour orienter le processus. Ils ont refusé parce qu'ils voulaient obtenir toujours plus. C'est toujours ça le problème, le syndrome togolais. On obtient quelque chose, tout de suite, on refuse, on veut obtenir plus et à la fin, on n'obtient rien. Donc aujourd'hui, la C14 est en dehors du processus électoral. Bientôt, les campagnes vont commencer. Et ils ont dit qu'ils vont tout faire pour empêcher. Vous ne voyez pas que nous sommes un peu dans une situation délétère. Ils veulent empêcher les élections. Alors que d'autres personnes, politiciens comme eux, qui ont retenu utile aller aux élections, ne méritent pas qu'on les empêche d'aller voter. Mais vous pensez que ne mérite pas? Parce que tout le monde veut parler au nom du peuple. La C14 pense parler au nom du peuple. Mais non, la C14 a ses militants. C'est ça la réalité de la pluralité démocratique. Et ces jours, on a vu une masse dans les rues de Lomé. L'UFC, attention, l'UFC a ses militants. Obu, qui est devenu Mouvement des Patriotiques Démocrates, donc MPDD, voilà, MPDD. Il y a le NET, il y a plusieurs autres partis qui ne voient pas la chose de la même façon que la C14. Il faut que des gens se résolvent à cette réalité-là. Que tout le monde ne voit pas la chose comme la C14. La C14 n'est rien d'autre qu'une portion de l'opposition ou du scénario politique togolais. Donc les autres qui veulent aller aux élections, est-ce que la C14 va les empêcher d'aller? Est-ce que la C14 en faisant ça ne les frustre pas? Bon, donc nous sommes dans un schéma où sincèrement, du fond du cœur, je peux vous dire que dans une démocratie, dans un pluralisme, dans du pluralisme politique, il faut que chacun ait la conscience de sa mesure. Et que chacun fasse sa politique suivant sa stratégie. Et ne pensez-vous pas que, vu l'engouement que donnent les manifestations aujourd'hui à travers le monde, puisque ce samedi, il y avait eu des manifestations au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, oui. Même sur le plan national où toutes les villes sont rentrées dans la danse, ça ne va pas influencer la décision de la CEDEAO en disant qu'il y a un peuple derrière la C14. C'est vrai qu'hier, il y a eu des manifestations un peu partout, c'est vrai. Mais ce ne sont pas des manifestations qui ont dépassé en intensité celles qu'on a connues l'année passée. 1. 2, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, tout le monde est fatigué. La CEDEAO est fatiguée. Les Togolais aussi sont un peu fatigués. Tout le monde veut, du fond du cœur, tout le monde souhaite que cette histoire finisse et que les choses rentrent en ordre. Si vous pensez que les gens vont reprendre encore le système de l'année passée, des marches pour obtenir quoi qu'ils n'ont pas pu obtenir avec tout le dialogue, la feuille de route, la facilitation, tout ça. Vous ne voyez pas que nous sommes dans une situation éternelle. Justement, donc nous disons à un moment donné, il faut que les gens s'arrêtent, allons aux élections, passons à une autre législature, qu'un autre gouvernement soit mis en place et que les grandes questions, les questions graves de ce pays soient gérées et discutées par des politiciens nouveaux ou anciens, ceux qui seront là, mais d'une façon paisible, pour qu'en 2020, les élections présidentielles tranchent définitivement
la question du conflit politico-partisan, politico-communautaire du Togo. Vous êtes candidat aux prochaines élections législatives? Je ne suis pas candidat aux élections législatives. Je ne vais pas te poser d'autres questions, mais ce thème me tient à cœur. Par rapport aux réformes et suite au refus de l'opposition parlementaire, les députés de UNIR se sont retrouvés seuls pour l'adoption du texte qui, selon Christophe Tchao, le président du groupe parlementaire UNIR, est une fusion. Le texte, je parle bien du texte, est une fusion du travail de l'expert et le projet du gouvernement. D'abord, on a remarqué l'absence des députés de UNIR aussi. Oui. Pourquoi? Les députés de UNIR. Les députés de l'UFC. De l'UFC. Non, les députés de l'un des... Nous avons 2 députés. Le premier est aujourd'hui en convalescence. Le second, nous l'avons joint et il y a eu un problème de communication. Donc, il ne s'est pas présenté, pas par décision de retrait, mais à cause d'un ennui de communication. Voilà. Bon, maintenant, le projet n'a pas été adopté. Il n'a pas été adopté parce que je crois que le pouvoir voudrait aller dans le sens de la CEDEAO. On demande que les réformes soient faites par voie parlementaire. La C14 aussi veut aller dans le sens de la CEDEAO, donc qui a raison? Non, la CEDEAO veut que les réformes soient faites au niveau parlementaire. Sinon, ils auraient pu l'adopter et aller au référendum. Bien sûr. Non, la vie ne finit pas aujourd'hui. Il y a un parlement peut-être qui viendra et qui... Par rapport aux indiscrétions, la date limite, c'est aujourd'hui, c'est ce samedi. Oui, maintenant, il n'y aura plus de votation autour de cette question des réformes. Les élections vont venir, un autre parlement viendra, probablement ce parlement va reprendre en main les tests pour faire les réformes. Mais certains Togolais sont dans la rue en disant, scandant que pas de réforme, pas d'élection. Alors, ça, ce n'est pas ce que la CEDEAO a dit. Les gens sont libres de faire les réclamations qu'ils veulent. Nous disons que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la CEDEAO n'a pas fait des réformes une condition temporelle sine qua non pour aller aux élections législatives. Et que pensez-vous, en quelques mots, du texte proposé, de la fusion des 2 textes? Le premier texte que le gouvernement, l'avant-projet du gouvernement que le gouvernement a envoyé, je l'ai lu. Quand je l'ai lu, je me suis dit que ce texte est incomplet. Le texte est insuffisant. Je l'ai partagé avec un autre conseiller du président Gilles Solimpi qui était à côté. Lorsque j'ai vu maintenant le travail qui a été fait en commission et le nouveau texte, je me suis dit non, ça c'est bon. Ils ont fait une bonne intégration des propositions du constitutionnaliste Fall au texte, à l'avant-projet de loi que le gouvernement avait envoyé. Par exemple, pour modifier la disposition qui limite les mandats à 2, il faut passer par référendum. C'est mieux que ce que l'expert a proposé, que cette disposition ne soit plus révisable. Ce qui n'est pas bien, parce que les générations passent. Il faudra passer par un changement de république avant de modifier. Maintenant, nous savons que le gouvernement ou bien les députés de la majorité ont opté pour le principe du parallélisme des formes. Nous sommes allés au référendum pour valider la Constitution. Pour modifier cet article, il faut passer par référendum. C'est une évolution. Il y a d'autres articles qui constituent des évolutions. Je crois que l'actuel texte est bon. Il peut peut-être être retouché, mais des retouches qui seront marginales. Mais l'essentiel est fait. Et si ils ne veulent pas le voter maintenant, par voie aller au référendum, qu'ils attendent, lorsque la nouvelle assemblée sera mise en place, elle va reprendre en main ce dossier et va faire les réformes. La sortie de la crise togolaise, elle est sous peu? Je crois que si les réformes sont faites, toutes ces réformes sont faites, et que les conditions sont claires pour les prochaines législatives de présidentielles de 2020, le problème du Togo est en voie de résolution. Monsieur Kouegada, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de l'avoir honoré de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous qui nous avez suivis, aussi du côté de Théviers et de Lomé. Je ne saurais partir sans remercier toute l'équipe qui m'a aidé dans la préparation et la mise en onde de cette émission, en l'occurrence Macasson, Victor et tous les autres. Je vous dis, vous pouvez suivre cette émission à travers le réseau social YouTube. Il suffit juste de taper dans recherche Actu 7 sur 7 suivi du nom de l'invité. L'invité c'est Kouegada, il nous vient du parti UFC. Alors, je nous dis au revoir et à la semaine prochaine.